Le 5 août 2015, lorsque s'ouvre à la navigation un nouveau canal parallèle au canal historique de Suez, c'est une épopée de 4000 ans qui se poursuit. Au XIXe siècle, avant notre ère, sous les règnes du pharaon Sésostris III, l'influence de l'Égypte s'étend des Byblos jusqu'au sud de la Nubie. Sur cet espace qui met en contact le Proche-Orient et l'Afrique, circulent marchandises et marchands de toute origine. C'est alors que s'est creusé le premier canal qui unit la Méditerranée à la mer Rouge. Certes, la liaison n'est pas directe. Sur une partie du trajet, la navigation emprunte le cours du Nil. Parfois, ces canaux s'ensablent, mais périodiquement, les maîtres de l'Égypte le remettent en état. Des monuments témoignent de la volonté de chaque puissant monarque, égyptien, perse, grec ou arabe, de persévérer cet instrument de prospérité et de pouvoir, jusqu'à sa fermeture au 8e siècle de notre ère pour des raisons stratégiques. Avec les temps modernes, la nécessité d'un canal se fait à nouveau sentir. Au XVIe siècle, pour lutter contre la concurrence du Portugal, dont les commerces empruntent la voie océanique passant par le sud de l'Afrique, Venise et puis l'Empire ottoman élaborent des projets qui n'aboutissent pas. Les savants qui accompagnent Bonaparte en Égypte en 1798 conduisent la première étude de ce qui deviendra le canal moderne. Pour que le projet se réalise, il faut que l'Égypte renaisse après 3 millénaires de gloire au temps des pharaons. Après l'effervescence culturelle de l'Alexandrie de Ptolémée, le plus vieil État du monde est devenu chrétien, puis a accueilli l'islam dont la civilisation rayonne sous différents califes. Mais en 1517, l'Égypte devient une province ottomane éloignée des centres de décision. En 1798, la secousse produite par l'expédition de Bonaparte fait sortir le vieux pays de sa torpeur. Les conditions sont mûres pour que Mehmet Ali, un militaire de génie, venu du nord de la Grèce actuelle, y conquiert le pouvoir et entreprenne à lui rendre sa gloire. De France, il fait venir les experts qui modernisent les pays dans tous les domaines, l'armée, la marine, la médecine, l'éducation, l'agriculture et l'archéologie. Pourtant, Mehmet Ali n'adhère pas au projet de canal maritime élaboré par l'ingénieur saint-siminien Barthélemy Prosper Enfantin. Le vice-roi d'Égypte craint les convoitises que suscitera une voie d'eau internationale. Mais Ferdinand Lesseps, aristocrate, bon cavalier, ancien consul à Alexandrie, est l'ami de son fils Saïd Pacha, lequel lui succède à la tête du pays. Les deux hommes se lancent seuls. D'Égyptiens sont réquisitionnés pour creuser. Chaleur et malaria font des ravages. Il y a trop de victimes et donc du coup on invente la technique. Et donc c'est grâce à cette situation humaine catastrophique que la technique va se développer et va permettre d'accélérer même la construction du canal. Il y a eu les fameuses locomobiles pour justement l'enlèvement des gravats, l'enlèvement des sables. Et puis il y a eu le fameux excavateur couvreux. C'était une révolution technique. Le canal de Suez a donné un coup de fouet à l'industrie française à cet égard. Ça a révolutionné un peu le monde industriel.
au départ, on pouvait considérer que le canal de Suez était un peu en marge. L'Égypte, c'était jusqu'à il y a une trentaine d'années, c'était la vallée du Nil. Et les Égyptiens ne sortaient pas de la vallée du Nil. Ils étaient viscéralement attachés à cette vallée, pas seulement viscéralement, mais aussi parce que c'était là qu'était l'eau, c'était là. Mais il y avait même une espèce de peur du désert, on n'aimait pas trop aller plus loin. Et le canal est pas très loin, il est à 120, 130 km du Caire, mais c'est un autre monde. Donc, il n'était pas tout à fait en Égypte. Il n'était pas tout à fait en Égypte aussi pour une autre raison, c'est qu'il était confié à une compagnie universelle qui était dirigée par des Français, qui était contrôlée militairement par les Britanniques et qui était une sorte d'enclave dans l'Égypte de l'époque. Donc, maintenant, c'est différent. C'est différent parce que l'Égypte a changé. Sa géographie a changé. Les villes égyptiennes se sont de plus en plus... des villes nouvelles égyptiennes ont été créées en direction du canal, de l'autre côté aussi. Et maintenant, le canal se trouve presque à l'intérieur de la grande conurbation du Caire. C'est-à-dire, quand je dis presque, c'est-à-dire dans 4 ou 5 ans, mais déjà, la rive est commence à se construire et nous sommes dans le même ensemble urbain. Voilà. Le canal a toujours été pour les Égyptiens quelque chose d'ambigu. C'était au départ une décision égyptienne. C'était le dirigeant de l'Égypte qui avait décidé. Parmi les élites égyptiennes, une partie de ces élites étaient tout à fait partisans du projet. D'autres parties étaient méfiantes. Mais donc c'était un projet égyptien dont l'Égypte était fière. Puis ensuite, c'est devenu la raison de l'asservissement de l'Égypte, de la domination de l'Égypte par la Grande-Bretagne. Donc le canal a été vu comme ce qui empêchait l'Égypte d'être libre. Et ça a été un sujet de mobilisation jusqu'aux années 50. D'ailleurs, le dernier gouvernement du roi, qui est un gouvernement d'un parti d'opposition, le parti Wafd, c'est lui qui a demandé le départ des troupes britanniques du canal de Suez, 1 an avant la Révolution. Donc c'est dire que toute l'Égypte était mobilisée pour récupérer son canal, pour que ce canal cesse d'être une enclave et devienne égyptien. Et c'est Nasser, Gamal Abdel Nasser, qui en 1956, le 26 juillet 1956, annonce que le canal redevient égyptien et nationalise le canal. Donc, effectivement, le nom de Nasser est indissociablement lié à cette entreprise. Et je peux dire que si le rôle de Nasser est contesté par beaucoup de gens, et peut-être de plus en plus, puisque beaucoup de gens voient en lui le début d'un régime qui n'est pas démocratique, alors que l'Égypte auparavant, malgré tous les défauts du régime royal, avait des élections, des partis politiques. C'est Nasser qui a supprimé tout ça. Mais Nasser est tout de même aussi considéré comme un libérateur, comme quelqu'un qui a redonné sa fierté à l'Égypte.
canal, effectivement, comme c'est une des voies d'eau mondiales la plus importante, ça attire les convoitises. Alors, il y a la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est juste à côté. Pour la Grande-Bretagne, le canal est vraiment quelque chose à défendre contre toute menace. À la Deuxième Guerre mondiale, vous avez les Allemands qui, d'un côté, vont vers le Caucase et de l'autre côté, qui avancent vers la Libye et vers l'Égypte. Et en fait, pour prendre un petit peu en tenaille la Méditerranée, et le canal de Suez est au centre c'est un objectif militaire de premier plan. Donc après ça, il y a eu les 3 guerres qui ont suivi, qui sont la guerre de 56, la guerre de 67, la guerre de 73, qui ont fait que cette zone est restée très très peu pacifique pendant toute une période. Maintenant, c'est terminé. Quand le président Hollande est allé en Égypte pour le doublement du canal, Jacques Lang l'accompagnait. Et quand il est rentré, il nous a donné cette idée, vous savez, il nous a dit alors, qu'est-ce que vous en penseriez d'une exposition sur le canal ? Et nous étions, moi j'étais enthousiaste dès le début, Claude Mollard qui est le commissaire général était enthousiaste depuis le début et d'une façon générale ça nous a beaucoup plu. Pourquoi ? Parce que nous avions fait déjà 2 ans ou 3 ans auparavant une grande exposition sur l'Orient Express. Et l'Orient Express, donc, c'était aussi, ça ressemble beaucoup au canal de Suez. C'est une réalisation industrielle de grande envergure, une réalisation qui est réalisée dans des pays qui sont dépassés par la croissance économique de l'Europe, mais qui s'en rendent compte et veulent s'en sortir. Donc, il y a cette lutte cette lutte qui est perdue, mais pas perdue d'avance. Le Japon a réussi cette lutte, qui est, voilà, l'Europe va très vite, il faut la rattraper. Et donc, nous allons faire des réalisations. Nous allons faire des trains dans un cas, nous allons faire un canal dans l'autre cas. Et puis, eh bien, dans ces 2 cas-là, l'Empire ottoman, l'Égypte et la Tunisie également, qui avait entrepris le même type de réforme, eh bien, c'est un échec. Ça ne suffit pas pour maintenir l'indépendance. Dans le cas du Japon, ça réussit. Je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà. C'était un moment passionnant de l'histoire. Juste avant, ça se situe à ce moment où l'histoire du monde bascule. En 1860, l'Europe a des colonies, mais pas grand-chose encore, quoi. Enfin, l'Inde, c'est une petite partie de l'Inde. Il y a des petits emplacements partout, par-ci, par-là. Et puis, 30 ans, 40 ans plus tard, le monde entier est gouverné par 2 pays essentiellement, d'ailleurs la France et la Grande-Bretagne. Ça se situe à ce moment-là. Eh bien, l'Empire ottoman et la Tunisie, l'Égypte n'ont pas eu le temps de rattraper. Donc passionnant d'être à un moment de l'histoire tragique, au sens presque d'une tragédie classique, où tout va vers cet échec final, qui n'est pas un échec total d'ailleurs, parce qu'en même temps, l'Égypte a continué à progresser, elle a connu une grande activité intellectuelle, il y a eu une véritable renaissance égyptienne, malgré le fait qu'elle n'était plus maîtresse d'elle-même. L'association des Amis du souvenir de Ferdinand de Lesseps,
qui possède pratiquement tous les grands tableaux de Riou que vous avez vus en bas, tout un tas de choses, tout un tas de documents, étaient en double. Une partie est en Égypte, une partie est en France, possédée par les héritiers de la compagnie de Suez. Donc ça nous a été prêté par eux. Donc il y a énormément de choses prêtées par eux, par cette association. Ensuite, nous avons, par exemple, le plan, ça c'est... je ne sais pas aussi bien que Claude Mollard, mais je crois que c'est un musée de la marine ou de l'armée qui l'a prêté, vous voyez des... Et puis, il y a aussi des œuvres qui proviennent du Louvre, pour les œuvres d'époque pharaonique ou d'époque ptolémaïque, ou bien du musée de Turin, voilà.